Pour le cours 9 de éléments de programmation, nous allons aborder deux nouvelles structures de données de Python, qui sont les ensembles et les dictionnaires. Alors on les aborde ensemble parce qu'elles sont reliées de manière conceptuelle. On va d'abord aborder les ensembles qui correspondent au chapitre 9 du livre, avant de regarder les dictionnaires qui sont dans un autre chapitre, le chapitre 10, dans le livre du cours. On verra sur les deux structures d'abord les définitions de base et les opérations pour les manipuler. On verra le principe d'itération sur ces deux structures, puis certaines spécificités. On va commencer par les ensembles. Donc en mathématiques, la notion d'ensemble est essentielle, elle est à la base des fondations des mathématiques. Et on retrouve en informatique cette notion, mais de façon moins primitive. Alors pour aborder la définition des ensembles, on doit se poser la question qu'est-ce qu'un ensemble? Alors d'après la page Wikipédia, que je vous invite à consulter, un ensemble désigne une collection d'objets qu'on appelle les éléments de l'ensemble. Ça ne nous aide pas beaucoup. De façon plus précise dans notre cours, un ensemble qui va être typé avec la notation de type set, qui veut dire ensemble en anglais, et un paramètre de type t, un peu comme dans l'esprit des listes, qui indique le type des éléments de l'ensemble. C'est une collection, donc un regroupement, on va dire un ensemble, d'éléments, et le point important, c'est qu'ils sont tous distincts. Tous les éléments d'un même ensemble doivent être différents des uns des autres. Et quand on parle d'être différents, c'est au sens de l'égalité de Python. Ils ne doivent pas être égaux, les éléments, au sens de l'égalité égal-égal de Python. Alors, pour des raisons techniques liées à l'efficacité, le type des éléments de l'ensemble doit être ce qu'on appelle immutable. Dans la terminologie Python, on appelle ça hachable, c'est dû à l'algorithmique sous-jacente. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre dans un ensemble une donnée qui peut être modifiée directement en mémoire. Donc les données directement modifiables en mémoire, c'est par exemple les listes. Avec la méthode append, on peut modifier en mémoire. Donc on ne peut pas faire un ensemble de listes de quelque chose, c'est pas possible. En fait, les ensembles eux-mêmes sont modifiables, on le verra, et donc on ne peut pas faire des ensembles d'ensembles, ce qui peut paraître un peu embêtant puisque c'est une notion qui existe, bien sûr. Et on verra les dictionnaires aussi sont modifiables directement en mémoire, donc on ne pourra pas faire d'ensemble de dictionnaires. Donc on va pouvoir mettre dans les ensembles des entiers, des flottants, des chaînes de caractères, des nuplets, eux-mêmes composés d'entiers, de flottants, de chaînes de caractères, etc. Donc on va pouvoir faire quand même des ensembles assez compliqués, même avec cette restriction. La première opération qu'on va regarder, c'est la construction d'un ensemble, explicitement, avec directement listant ses éléments. Pour ça, il y a une syntaxe en Python qui correspond à la notation mathématique usuelle. Donc pour construire un ensemble de type set de t, on va prendre des expressions, E1, etc., En, qui représentent les différents éléments de l'ensemble qui doivent être du type t, et on va écrire tout simplement accolade ouvrante pour démarrer le listing des éléments, puis l'élément 1, virgule, l'élément 2, etc., jusqu'à le dernier élément. Tout ça, c'est des expressions de type t, et on va refermer avec l'accolade fermante, et ça va construire un ensemble. Donc, par exemple, si je veux construire l'ensemble des entiers 2, 5, 9, on va utiliser l'expression accolade ouvrante 2, 5, 9, par exemple. Alors Python va répondre un ensemble, et on va voir, et je vais expliquer que en fait, l'ordre d'affichage des éléments n'est pas forcément celui qu'on a choisi au départ. Et en fait, c'est parce que les éléments ne seront pas ordonnés dans un ensemble. Alors ici, l'ensemble qu'on a construit, on peut lui donner un type. Comme les éléments dans l'ensemble sont de type int, on peut dire que l'ensemble est de type set de int. Il existe un ensemble particulier qui est l'ensemble vide. En mathématiques, souvent on le note avec une sorte de zéro barré. Et en Python, on va tout simplement écrire set en minuscule. C'est une primitive qui construit un ensemble vide. Et Python va afficher la même chose. Alors parfois en mathématiques, on utilise la notation accolade ouvrante, accolade fermante pour représenter l'ensemble vide, mais en Python, il faut faire attention, c'est en fait une notation de dictionnaire, ce qu'on verra dans la deuxième partie du cours. Donc, plutôt que d'utiliser cette notation ambiguë, pour ensemble, on utilisera set pour créer l'ensemble vide, et pour le dictionnaire vide, qu'on verra plus tard, on utilisera la primitive dict qui construit un dictionnaire vide. Ça évitera toute ambiguïté. Donc faites attention de ne pas utiliser les accolades pour créer l'ensemble vide.
Alors, on peut construire autre chose que des ensembles de nombres. Par exemple, si je mets des chaînes de caractères dans un ensemble, j'aurai un ensemble qui correspond. Alors, il y a plusieurs propriétés qui sont vraiment importantes à retenir dans les ensembles. La première, c'est que l'ordre des éléments dans l'ensemble est arbitraire. En mathématiques, il n'y a pas d'ordre, c'est la définition même d'un ensemble, les éléments n'ont pas de relation d'ordre. Mais en informatique, il y a forcément un ordre, tout est ordonné, on va dire, dans l'ordinateur, et là, l'idée, c'est que cet ordre, il ne faut surtout pas l'exploiter, il est arbitraire. Il peut changer d'une machine à l'autre, il peut changer d'une version de Python à l'autre, et il peut changer en fonction des éléments qu'on met aussi dans l'ensemble. Donc, ça c'est important, les ensembles ne sont pas des séquences. Les séquences, il y a une notion d'ordre, et c'est pas le cas des ensembles. Donc c'est différent des intervalles, des chaînes de caractères et des listes, qui sont les séquences qu'on a vues. La conséquence la plus importante, c'est qu'on ne peut pas repérer un élément dans un ensemble par une notion d'indice ou de position, comme c'était le cas avec les chaînes de caractères et les listes. Donc il n'y a pas d'indice dans les ensembles. Pour un peu illustrer ce point, on verra l'égalité, sa définition, on va dire ensembliste, mais l'idée c'est que deux ensembles sont égaux si les éléments à l'intérieur sont les mêmes, et là on voit qu'en changeant l'ordre des éléments, Python va interpréter ces ensembles comme étant identiques. Si à la place j'avais utilisé des listes qui ont une notion d'ordre, Python me répondra faux. Ces listes ne sont pas identiques puisque certes elles ont les mêmes éléments, mais pas dans le même ordre. Or dans les ensembles, on va enlever cette notion d'ordre. Il n'y a plus d'ordre. On peut écrire les éléments dans le sens qu'on veut, ce sera toujours le même ensemble. Ça c'est la première propriété. La deuxième propriété très importante, c'est vraiment dans la définition la mathématique des ensembles, c'est que tous les éléments sont distincts. Alors, la particularité ici, c'est que distinct au sens de l'égalité de Python. Si par exemple j'essaie de construire cet ensemble-là, avec des répétitions, E est répété 2 fois, de même que A, je vais en fait obtenir un ensemble qui ne comporte que 3 éléments. On peut rajouter encore des éléments, et ce sera toujours le même ensemble. Encore une fois, si je fais une liste et non un ensemble, donc la première chose c'est que l'ordre va compter, mais les répétitions vont compter aussi. On garde tous les éléments de la liste, alors que dans les ensembles, on va éliminer tous les doublons. Ça c'est le point à retenir, hein. Pour un élément donné, on ne peut avoir qu'une seule occurrence au maximum. Alors, troisième propriété, c'est une propriété plus spécifique de notre cours, c'est que les ensembles qu'on va considérer dans le cours seront homogènes. Tous les éléments d'un ensemble de type 7 de T doivent être du même type T. Alors, attention, en Python expert, on va dire, le langage autorise ce qu'on appelle des ensembles hétérogènes, comme cette chose-là, qui ressemble fortement à un NUPLAY. Le problème, c'est qu'avec un ensemble qui ressemble à ça, on ne saurait pas donner un type précis au T pour 7 de T. Ce serait juste un ensemble de je sais pas quoi. Donc, MrPython va interdire ce genre de construction, on appelle les ensembles hétérogènes. Et il faut savoir aussi qu'en Python expert, on va dire, ou Python sans typage, c'est l'utilisation d'ensembles hétérogènes comme ça, c'est vraiment considéré comme une mauvaise pratique. C'est-à-dire le langage l'autorise, mais c'est pas une bonne idée de l'utiliser. La raison dans les deux cas, c'est la même, hein, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va manipuler. Alors que quand on a des ensembles homogènes, on sait décrire précisément le type des éléments, et on sait les manipuler du coup. Abordons maintenant le test d'appartenance. Si on retourne sur la page Wikipédia, on dit que la théorie des ensembles est une théorie de l'appartenance. Le point fondamental, c'est le fait qu'un élément d'un ensemble est dit appartenir à cet ensemble. Ce qui est important pour un élément, c'est de savoir s'il appartient ou pas à cet ensemble. Alors, c'est pas étonnant, on va retrouver cette opération du test d'appartenance comme la primitive principale d'utilisation des ensembles. En mathématiques, si un élément E appartient à un ensemble, on va dire ans, on va noter de cette façon-là, E appartient à ans. En Python, on va avoir une écriture correspondante qui est, j'ai une certaine expression qui va correspondre à la description de l'élément, le mot-clé in, et une expression qui va décrire l'ensemble dans lequel je recherche l'élément. Donc l'ensemble, c'est de type 7 de T, et donc l'élément doit être de type T.
si mon ensemble c'est un ensemble d'entiers, un set int, à ce moment-là, l'élément que je recherche, ça doit être une expression de type int. Le principe d'évaluation, c'est tout simple. En fait, cette expression va retourner vrai, true, si une fois la valeur de l'expression lm calculée, elle appartient bien à l'ensemble, puis false sinon. Donc, un petit exemple, ici, on s'attend à ce que effectivement l'élément 2 soit bien dans cet ensemble. Donc cette écriture, c'est le correspondant Python de l'écriture mathématique 2 appartient à 259, et qui est effectivement vrai. Prenons quelques autres exemples. Est-ce que 3 est dans cet ensemble? Réponse est faux, non. Est-ce que la lettre A est dans cet ensemble? Oui. Et O n'est pas dedans. C'est très simple. À chaque fois, on fait attention. L'expression qui est ici est bien du type des éléments de l'ensemble. Ici, par exemple, on a str, et on a bien ici un set de str. Alors, des fois, on veut tester ce qu'on va dire la non-appartenance, donc on pourrait utiliser tout simplement la négation, puisque le test d'appartenance retourne un booléen. On peut inverser la valeur avec note, mais en mathématiques, on va plutôt écrire une notation spécifique, qui est celle-ci, que le test que E n'appartient pas à l'ensemble. Et en Python, on va retrouver cette écriture directement, où on écrit lm not in ensemble. Pour prendre encore un petit exemple, donc 2, est-ce que 2 n'est pas dans 259? Ben non, 2 est dans 259. Deuxième exemple, est-ce que 3 n'est pas dans 259? 3 n'est pas dans 259. Effectivement. Alors, il y a une remarque importante à faire, c'est l'efficacité. Le test d'appartenance, il a son intérêt principal d'être extrêmement rapide. Et cette efficacité, elle est due justement au fait qu'on a une garantie que les données qui sont stockées dans les ensembles, les éléments, sont non modifiables en mémoire. L'idée, en fait, c'est qu'on peut calculer un index, qu'on appelle une valeur de h, qui permet d'identifier rapidement un élément. Alors, c'est pas une identification unique. On peut avoir deux éléments qui ont le même index, et à ce moment-là, il va falloir les distinguer plus précisément, mais cette valeur d'index de h a souvent une bonne propriété, c'est que deux éléments qui devraient être distingués ont de bonnes chances d'avoir, disons, un index différent. Et donc, dans la plupart des situations, vérifier qu'un élément est dans l'ensemble consiste simplement à comparer avec un entier, donc c'est extrêmement rapide. Alors, on utilisera cette notation in que pour les ensembles dans notre cours. Il faut savoir qu'en Python expert, elle est disponible pour toutes les constructions qu'on va appeler des itérables. Les ensembles, par exemple, sont des itérables et toutes les séquences sont des itérables. Et la construction in, test d'appartenance, est disponible partout. Mais en fait, elle n'est efficace que dans les ensembles et les dictionnaires. Alors, pour construire des ensembles, dans des fonctions, étape par étape, un peu comme les listes, on va disposer d'une opération qui permet d'ajouter un élément à un ensemble. Alors, elle ne l'ajoute pas à la fin, comme le happen le ferait sur les listes. Il n'y a pas de notion d'ordre, donc elle l'ajoute tout simplement. Cette opération s'appelle la méthode add. Donc l'écriture qu'on va utiliser, c'est on aura un ensemble, soit une variable qui contient un ensemble, puis .add pour appeler la méthode, et on mettra l'élément qu'on veut ajouter en paramètre. Donc l'ensemble doit être une expression de type set de t, et l'élément qu'on rajoute doit être de type t. Le principe d'interprétation, c'est la modification directement en mémoire de l'ensemble pour ajouter l'élément. Donc c'est un effet de bord, comme le happen pour les listes. Il n'y a pas de reconstruction d'un résultat. Donc la méthode en particulier ne retourne pas de valeur. Et donc, ça en fait une opération qui est source de bugs potentiels importants, comme le append, puisqu'on touche directement à la mémoire. Donc il faut faire attention, sachant que dans Mr Python, il y a des garde-fous, exactement comme pour les listes. La vérification qu'on n'est pas en train de toucher à un ensemble qu'on n'a pas créé nous-mêmes dans la fonction concernée. Alors, on va prendre un petit exemple. On va partir d'un ensemble de chaînes de caractères, ici, que je stocke dans une variable appelée ans. Si on inspecte le contenu de cette case mémoire, on retrouve cet ensemble. On peut observer encore une fois que l'ordre n'est pas préservé. Si maintenant
j'ajoute un nouvel élément à mon ensemble. Donc ici, en termes de typage, ça fonctionne puisque G est de type str et que mon ensemble est un ensemble 7 str. Donc j'ai fait mon opération directement en mémoire. Il n'y a pas d'affichage. Pour se rendre compte de ce qui s'est passé, il faut que j'inspecte, encore une fois, la valeur de la case mémoire associée à la barre de ans, et j'ai bien mon élément qui a été rajouté. Si maintenant j'essaie de rajouter dans mon ensemble un élément qui est déjà présent, comme le A, donc encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'opération a été effectuée. Si j'inspecte maintenant mon ensemble, il n'y a pas eu de changement. Effectivement, A était déjà présent. Ces propriétés vont nous permettre d'écrire très simplement des algorithmes qui ne sont pas triviaux à la base en informatique. Par exemple, on va pouvoir construire un ensemble qui correspond aux éléments qu'on va trouver dans une liste. Donc, sans les répétitions et en oubliant l'ordre dans cette liste. Ça va illustrer le fait que la méthode add, on l'utilise un peu comme le happen, c'est-à-dire pour construire des valeurs de type set de quelque chose, étape par étape. Donc la fonction qu'on va écrire s'appelle présence. Elle prend une liste en entrée. Là, on va prendre une liste d'entiers pour simplifier. Et elle va retourner les éléments, donc l'ensemble des éléments qu'on trouve au moins une fois dans la liste. Peu importe l'ordre dans lequel ces éléments sont donnés. Donc effectivement 8 je vais le trouver, 2 je vais le trouver, 3 je vais le trouver, 5 je vais le trouver, et les autres sont juste des répétitions. Alors la fonction va s'appeler présence, elle prend une liste d'entiers en paramètres, et elle va retourner un ensemble d'entiers en retour. Puisque notre type de retour c'est un ensemble, et qu'on ne peut pas le construire d'un coup, on va faire un peu comme ce qu'on faisait pour les listes, c'est-à-dire on va d'abord prévoir un ensemble résultat, donc on va l'appeler ans tout simplement, et on va partir de l'ensemble vide. Et ensuite, c'est très simple, je vais prendre tous les entiers qui sont dans ma liste, toujours l'élément courant, et je vais les prendre un par un, dans l'ordre d'apparition dans la liste, et ce que je vais faire tout simplement, c'est ans.add de n. À la fin, j'aurai juste à retourner ans. Alors pourquoi j'ai juste à faire ans.add de n, puisque en fait l'idée c'est pour chaque élément n de ma liste, je dois l'ajouter si il n'est pas encore présent dans l'ensemble résultat, ou ne pas l'ajouter s'il est déjà présent. Or c'est exactement le fonctionnement de add. Donc on ne va pas tester nous-mêmes à l'avance, il suffit d'appeler la méthode add. Donc voilà la fonction, très courte. Et les tests associés passent tous. Donc on a bien le comportement attendu. Par exemple dans la liste où il n'y a que des 2, le seul élément c'est 2. Alors, dans le livre, on présente aussi une opération complémentaire qui permet de retirer un élément d'un ensemble, s'il est présent. Ça peut être utile pour certains algorithmes, mais en fait, dans tous les exercices qu'on va faire, on aura besoin juste de l'ajout. Donc, on laisse ces explications en complément dans le livre. Une opération extrêmement importante sur les ensembles, c'est l'itération. Donc, on avait dit que les itérations fonctionnaient sur les séquences, et en fait, elles sont aussi applicables sur les ensembles, avec une remarque très importante, c'est que, contrairement aux séquences, l'ordre dans lequel on parcourt les éléments est complètement arbitraire dans les ensembles. On ne peut pas tirer parti de l'ordre dans lequel on a vu passer les éléments dans l'itération. C'est la seule différence. Donc, on a l'écriture for, une variable d'itération, in, et là, plutôt que de mettre une séquence, on met un ensemble. Et ça veut dire qu'on va passer une fois par élément de l'ensemble, peu importe l'ordre dans lequel on passe. Donc, l'ensemble, l'expression qui correspond à l'ensemble doit être de type set de t, pour un t donné. La variable, c'est la variable d'itération qui va contenir chaque élément de l'ensemble à chaque tour de boucle, et donc il doit être du type t. Et le corps, c'est une suite d'instructions dans laquelle on va faire les opérations qui nous intéressent. Le principe des interprétations, c'est quasiment le même que pour les séquences, sauf que l'ordre est arbitraire. C'est ça la grosse différence. Parce qu'à chaque tour de boucle, la variable var va correspondre à la valeur d'un élément de l'ensemble, et on passera qu'une fois pour chaque élément, bien sûr.
Alors, on va pouvoir maintenant écrire des fonctions qui manipulent les ensembles. On va commencer par une fonction très simple qui consiste à calculer la somme des éléments d'un ensemble d'entiers, un petit peu comme ce qu'on avait fait sur les listes, avec des petites subtilités. Donc par exemple, ici on a un ensemble dont la somme est 42. Ici on a ce qui peut apparaître comme un autre ensemble, mais en fait qui contient juste des répétitions des mêmes éléments. Donc en fait c'est le même ensemble, donc on obtient le même résultat. Et puis la somme des éléments de l'ensemble vide c'est 0. Il y a quelques tests qu'on peut faire par la suite. On va définir cette fonction. Donc elle s'appelle SommEnsemble. Elle prend en entrée un ensemble de type set d'entiers et elle retourne la somme des éléments entiers, donc un entier. Alors, cette fois-ci, ce qu'on veut retourner, c'est la somme qu'on va calculer au fur et à mesure. On va l'appeler S tout simplement, et au début elle vaut 0. Et puis on va utiliser notre construction de boucle d'itération for sur l'ensemble. Donc, encore une fois, on aura un élément courant entier. Et pour chacun de ces éléments, ce que je veux faire, c'est l'ajouter à la somme. Peu importe dans l'ordre dans lequel je vais le faire, j'obtiendrai le bon résultat grâce aux propriétés d'associativité, notamment de la somme. Un petit peu le même algorithme que pour les listes, la seule différence, c'est l'ordre dans lequel on fait les calculs. Et les exemples passent, donc notamment les exemples qu'on a donnés. Et puis par exemple ici, on voit un ensemble où trivialement la somme devrait être 0. Donc avec ces opérations, maintenant on est capable de réaliser tout un tas de manipulations d'ensemble qu'on va aborder dans la deuxième séquence.